3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman est avec nous ce soir, responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Xavier de Buren de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Et Nicolas Forest avec nous en plateau également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion obligataire de Candriam. Le sujet, l'un des sujets du moment, c'est la question de la liquidité sur certains marchés clés. Je me tourne vers vous, Nicolas Forest. On parle des marchés de taux, on parle des marchés monétaires. On a tous en tête, évidemment, la crise britannique qui a été spectaculaire dans sa violence, dans son ampleur. Tous les policymakers ont les yeux rivés aujourd'hui sur cette question de la liquidité de ces marchés fondamentaux. Quel état des lieux est-ce qu'on peut dresser et comment vous évaluez l'ampleur du problème ? L'état des lieux est mitigé pour répondre à votre question, parce que c'est vrai que la liquidité, elle est très faible. Il y a des indicateurs un peu de long terme qui comparent la liquidité à une situation qu'on aurait vue en 2008, par exemple. Donc ça dépend un petit peu des marchés, mais c'est vrai qu'il y a deux aspects qu'il faut distinguer, celle de la volatilité et de la liquidité. Sur le marché obligataire que l'on suit, eh bien, on a une volatilité qu'on n'a pas atteinte depuis des années. On a des volatilités qui sont plus élevées que les marchés actions. Et donc ça rend la liquidité très compliquée. Donc quand on voit sur, par exemple, le marché du crédit, quand on veut acheter, c'est très dur d'acheter. Quand on veut vendre, c'est très dur de vendre, puisque c'est one-way direction. Donc c'est très délicat. Et c'est un élément, en effet, que les banques centrales et aussi la Banque centrale des banques centrales commencent un peu à regarder avec attention, parce que naturellement, on peut monter les taux très fort, très vite, mais à un moment donné, il y a des impacts. Et donc, on commence maintenant à regarder un peu les impacts de ces hausses de taux très fortes. C'est vrai que la liquidité est un facteur qu'il faut monitorer, mais bon, nous, on le monitore avec beaucoup de vigilance. Il n'y a pas d'affolement, mais c'est vrai que ça s'est détérioré. Et le point aussi, c'est que la Banque centrale américaine, elle est en pleine implémentation de son quantitative tightening, sa réduction du bilan, elle est à fond sur la pédale. Et c'est vrai que cette réduction de liquidité dans le système, qui doit être aussi décidée par la Banque centrale d'Angleterre, ne favorise pas la liquidité dans les marchés en général et dans les marchés obligataires en particulier. Quel est le lien qu'on fait entre cette question, cet assèchement de la liquidité sur certains segments de marché qu'on peut constater aujourd'hui et le risque pour la stabilité financière ? Comment on en vient justement à un risque de crise financière, pour dire les choses simplement, Nicolas? Alors pour l'instant, on n'a pas de crise financière. C'est d'ailleurs la bonne nouvelle. C'est qu'on a un resserrement de la Banque centrale américaine, pour prendre la pionnière dans ce resserrement qui est massif, qui n'est jamais vu. On a une hausse de taux qui est super puissante. Et pour l'instant, ils arrivent à essayer de faire ralentir l'inflation sans créer de crise financière. Ça, c'est l'objectif. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que ça peut déraper ? Oui, à tout moment. Mais ils essayent justement de superviser cela. Et le cas du Royaume-Uni est un exemple pour montrer que les choses sont quand même fragiles. Et qu'est-ce qui peut faire déraper ? Eh bien, ce sont les secteurs, les entreprises qui sont les plus sensibles à la hausse de taux, qui pourraient faire déraper, je pense, et qui pourraient créer un peu plus d'instabilité financière. Donc je ne pense pas que ça soit forcément la liquidité en tant que telle, mais plutôt pour moi la volatilité, la forte hausse de taux qui pourrait créer des impacts et potentiellement de l'instabilité, soit du côté, par exemple, du secteur immobilier, du secteur assurantiel, du secteur financier, où cet impact des hausses de taux, pour l'instant, n'a pas été encore vraiment matérialisé. Ouais, c'est ce que je voulais vous demander, quels sont les acteurs qui sont en première ligne ou les types d'acteurs qu'il faut surveiller. Donc, on a déjà compris qu'il fallait surveiller les fonds de pension britanniques avec les modèles d'investissement qui sont les leurs. Est-ce que déjà c'est des schémas qu'on retrouve ailleurs ? Est-ce que la surveillance qu'on a sur le marché britannique, il faut la répliquer sur d'autres marchés qui auraient des fonctionnements similaires ? Est-ce que c'est chez les assureurs vie, par exemple ? Est-ce que c'est chez les asset managers ? Je pose vraiment les questions que tout le monde se pose aujourd'hui. On a eu la crise financière qui était une crise immobilière puis bancaire. On a l'impression que les banques sont peut-être un peu mieux armées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2008 à l'époque, du fait d'une régulation qui a été très décriée d'ailleurs, mais qui sert quand même plutôt aujourd'hui le secteur bancaire. Qu'est-ce qu'on regarde comme type de secteur et comme type d'acteur ? Bon, là, c'est difficile comme question. Je sais. Moi, je vois pas par exemple, je vois pas de risque systémique pour l'instant. Quand on voit les acteurs, que ce soit les asset managers, aussi les acteurs cotés de private equity, on voit bien qu'ils ont connu une sous-performance massive.
en général, je dirais, ont 30-40% de déjà sous-performance sur leur cours d'action depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même déjà largement pricé. La plupart des fonds sont quand même régulés en Europe avec UCITS, avec des valorisations, avec des contrôles de liquidité. Donc, est-ce que c'est systémique ? Je ne crois pas. Par rapport au modèle d'assurance, ça, c'est autre chose, ce qu'on a vu au Royaume-Uni, qui n'est pas exactement transposable cas par cas pour l'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles où il y a du mark-to-market et il y a des appels de marge dans d'autres secteurs. Et ça peut créer une accélération à la hausse des taux. Et donc, pourvoir de la liquidité, c'est un sujet important. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne s'en préoccupe et regarde ça, notamment à travers les TLTRO, à travers les LTRO, et à travers aussi toutes les questions sur le collatéral qui est utilisé, puisque beaucoup de dette allemande est utilisée en collatéral, et ça crée pas mal de mismatch. De mismatch, exactement. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un secteur particulier ? Nous, on regarde particulièrement, en tout cas, le secteur immobilier et le secteur assurantiel. C'est ça qu'on regarde particulièrement, même s'il n'y a pas de mur de dette que l'on constate sur ces différents acteurs-là, mais on regarde de façon attentive ces secteurs-là. Voilà, parce que c'est vrai que si les taux accélèrent trop vite et trop fort, il y aura forcément des conséquences qui ne sont pas encore totalement visibles. Dernière question avant de passer la parole aux autres. Est-ce que la situation britannique spécifique est stabilisée aujourd'hui sur le plan des marchés, hein? Je ne parle pas du plan politique. Bon, vous connaissez l'histoire qu'ils ont complètement changé leur plan budgétaire, et on est presque maintenant à de l'austérité, et qu'ils ont mis un ministre des Finances qui est beaucoup plus market-friendly. Je pense que la prochaine étape, ça va être la démission de Liz Truss. Elle ne va pas rester. Je pense qu'elle a perdu toute sa crédibilité, et donc elle ne restera pas. Maintenant, la volatilité va rester parce que le juge de paix, c'est la Banque centrale d'Angleterre. Que va faire la Banque centrale d'Angleterre ? Ils doivent normalement implémenter le quantitative tightening, comme l'a fait la Banque centrale américaine. Je crois qu'ils ont officiellement confirmé aujourd'hui que oui, ça démarrerait bien le 1er novembre. Voilà, et là je pense que c'est ça en fait la grande question, je dirais, de la fin de l'année. C'est qu'on a eu 3 vagues importantes qui expliquent ce crash obligataire, la vague de l'inflation, la vague des banques centrales, et puis il y a la vague du déficit et le choc, je dirais, d'offres et le ralentissement de la demande. S'il y a plus de déficit, ici finalement il n'y en a pas, et qu'on fait du QT, est-ce que c'est soutenable ? C'est ça la grande question. La Banque centrale américaine arrive à mener ce quantitative tightening. Ce projet-là que doit faire la Banque centrale Angleterre aujourd'hui et demain la Banque centrale européenne, ça c'est le grand défi de la fin de l'année. Et par rapport à la stabilité du marché anglais, du gilt par exemple, l'épreuve du feu, ça sera celle-là. Voilà, on va vendre carrément des gilts sur le marché, est-ce que ça tient ? Et même chose du côté de la Banque centrale européenne. Et il me semble que ça c'est l'épreuve du feu, et je ne suis pas sûr qu'ils y arriveront. C'est les marchés qui font la loi aujourd'hui, Nicolas ? Sur cette situation, après ce choc monétaire d'une intensité sans précédent, avec ces questions de liquidité qui apparaissent, on revoit le terme de bond vigilance. On redonne un rôle presque politique au marché dans cette situation. En tout cas, au Royaume-Uni, c'est dans le narratif. Ouais, ce que j'ai trouvé presque amusant, c'est qu'il y a une recherche de la Fed qui a été sortie, je crois, 3 jours après la présentation du mini-budget britannique, qui indiquait qu'il avait trouvé une nouvelle notion théorique qui s'appelait le R double star. Oui. Alors, et donc on avait le R star qui était en fait le niveau d'intérêt à partir duquel on peut avoir un impact, enfin on n'a justement plus d'impact sur l'économie, on ne le ralentit pas et on ne l'accélère pas. Le taux réel neutre. Taux réel neutre, voilà exactement. Et donc on a maintenant le R double star qui est le taux à partir duquel on commence à avoir des problèmes financiers. Et donc à partir du moment où on dépasse ce niveau-là, on peut avoir effectivement des problématiques comme celles qu'on constate depuis quelques semaines maintenant sur les marchés. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait il y a un conflit entre les deux. C'est qu'apparemment le R double star, donc celui qui pourrait provoquer des problèmes financiers, est plus bas que le niveau qui permettrait de ralentir l'inflation. Ce qui pose un problème de conflit au sein de la Banque centrale, c'est que si elle veut ralentir l'inflation, eh ben peut-être qu'elle est censée également... Elle doit prendre un risque financier important. Elle doit prendre un risque financier important, ce qui évidemment n'est pas possible, et ce qui a été, je pense, assez bien, évacué comme question par la Fed la semaine dernière, on va dire sur une séquence d'une dizaine de journées. On a d'abord eu le discours de Lael Brainard, qui je pense était intéressant, parce que justement elle montrait qu'il fallait prendre en compte justement ces problèmes financiers et que peut-être que ça serait bien de se calmer un petit peu, en tout cas pour la suite. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on a eu la réponse de Chris Waller, qui est également assez important dans le board de la Fed, qui lui disait en gros, il ne faut pas qu'on décide notre politique monétaire par rapport à des risques financiers. Ça, c'est un problème qui relève du macro-prudentiel, ce qui est vrai. Ensuite, il y a un problème de timing, c'est-à-dire que si le macro-prudentiel doit faire venir, évidemment, ça met plus de temps, c'est plus difficile de réagir de ce côté-là, et du coup là on a un conflit quand même de court terme, et je pense ensuite
que l'AL Brainard peut-être emportera la décision à partir du moment où on verra éventuellement une accalmie, même légère, du côté de l'inflation. Donc le tout, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui satisfasse à peu près tout le monde maintenant, mais le risque qui est pris aujourd'hui, il est quand même relativement important. Je pense que personne n'a envie d'aller dans le mur. Ce qui était intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur la séquence New York avec la séquence FMI, Banque mondiale. C'est de voir notamment Janet Yellen qui en milieu de semaine dit il n'y a pas de problème, et le lendemain dit en fait, ce serait bien qu'on fasse attention. Donc, il y a quand même une perception du risque qui commence à être prise en compte qui est assez importante. On voit aussi également les indicateurs qui existent en Europe. Donc, l'indicateur de risque systémique européen qui est 2 fois plus élevé qu'il ne l'était au cours de mars 2020 et qui est quasiment à des niveaux qui sont ceux de août 2008. Donc, en tout cas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est celle de septembre 2008. Ce n'est pas le cas. Cela dit, ça vaut le coup de faire attention. Et ce qui est évidemment intéressant aujourd'hui, c'est de voir que, oui, les États-Unis sont dans une situation qui est quand même différente de celle du Royaume-Uni et de l'Europe. Les États-Unis, encore une fois, une demande qui est bien plus forte que ce qu'on a chez nous. Ils ont une croissance nominale qui est bien au-dessus de son niveau potentiel et donc qui justifie l'intervention de la Banque centrale. Malheureusement, toutes les actions de la Fed sont copiées par les Anglais et par les Européens qui, eux, ne sont pas dans une même situation. On n'a pas le choix. Alors, on a toujours le choix. Toujours le choix. On est quand même très contraints, visiblement, par rapport à... Ils se contraignent eux-mêmes. Enfin, ils prennent... Non, mais continuez sur la Fed, alors. Oui. Voilà, et encore une fois, donc, la situation est différente. Et nous, ce qu'on est en train de faire là maintenant, alors que l'Europe et les États-Unis ont des problèmes, on va dire, structurels qui sont quand même d'une importance vraiment fondamentale, notamment au niveau énergétique, qui nécessitent un niveau d'investissement qui est colossal de la part des États, et du coup, a besoin de sa banque centrale pour pouvoir réagir. Mais on a au même moment une banque centrale qui dit, en fait, nous, on a envie de faire du QT, donc on va vendre les obligations qu'on a en magasin, en gros, et donc mettre une pression à la hausse sur les taux, qui évidemment contraint complètement les États, fait poser un risque de financier, plus un risque de récession sur la suite. Et donc il y a, je pense, vraiment une ambivalence entre, si on veut parler même assez fort, l'intérêt de l'Europe au sens large avec le Royaume-Uni, avec le travail des banques centrales qui est réalisé actuellement. Si la balance des risques évolue pour la Réserve fédérale américaine, avec la prise en compte graduelle d'un risque pour la stabilité financière, les taux continuent de progresser pour autant, Nicolas. Et le taux terminal est désormais quasiment à 5% dans les attentes de marché pour mars 2023. Et c'est la très grande différence entre ce qui est en train de se passer aux États-Unis et en Europe. C'est qu'aux États-Unis, en fait, on constate semaine après semaine que finalement l'économie est toujours plus forte qu'on ne le croyait. Alors que, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il y a seulement quelques signes de ralentissement qui arrivent. Mais on voit, encore une fois, on a eu les révisions en septembre du niveau de PIB qui était quand même... on était largement au-dessus de ce qui était attendu. C'est-à-dire le dépassement de la croissance du PIB nominal en tendance, il n'a pas eu lieu au 3e trimestre 2021, il a eu lieu au 2e trimestre 2021, ce qui explique d'ailleurs le décalage qu'il y a pu avoir au sein de la Fed. Les emplois également sont assez souvent révisés à la hausse. Un peu plus clair dans l'histoire passée, avec les vrais chiffres définitifs qui ont été publiés. C'est ça, avec les chiffres. D'ailleurs, sur le retard de la Fed, on voit avec les chiffres de l'emploi et les chiffres du PIB, effectivement, qu'ils auraient pu réagir un trimestre plus tôt, mais ils ne le savaient pas à ce moment-là. Donc, on peut les accuser autant qu'on veut. C'est aussi des chiffres qu'ils avaient à ce moment-là. Et donc, l'économie américaine est de plus en plus forte que par rapport au niveau qu'on croyait, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe et au Royaume-Uni. Et donc les situations, encore une fois, sont différentes et nécessiteraient une intervention différente de la part des banques centrales, mais un espèce d'esprit de corps qui est en train de se manifester. Peut-être effectivement à cause de la monnaie. Je crois que ce n'est pas uniquement ça. Il y a aussi des raisons politiques derrière. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire quand même, du point de vue américain, si les taux continuent de monter, si le taux terminal est toujours vu un peu plus haut par les investisseurs, c'est entre guillemets pour de bonnes raisons. C'est parce que l'économie est encore très résiliente, résistante aujourd'hui. C'est pas parce que la Fed est dogmatique et que les investisseurs se disent la Fed de toute façon crachera tout et autant y aller tout de suite, quoi. Si on voit le fil de l'année, en gros, c'est la Fed monte ses taux et on voit qu'elle est légitime à le faire étant donné la puissance de l'économie américaine. Et au fur et à mesure des mois, on se rend compte que l'économie américaine est en fait encore plus forte que ce qu'on imaginait et ce qui justifie et légitimise d'ailleurs des taux toujours plus hauts. Encore une fois, c'est très différent au Royaume-Uni et en France, et en zone euro. Xavier, comment vous regardez ça? Alors, on a de la chance puisqu'il y a des publications d'entreprises qui permettent de nourrir aussi, je disais, les investisseurs avec une approche microéconomique qui vient peut-être affiner un petit peu les jugements globaux. Mais sur cet environnement global, qu'est-ce que ça appelle comme commentaire pour vous, Xavier, cette tension qui monte entre les États, les banques centrales, le marché, bien sûr? La première remarque, c'est que ces dernières années, finalement,
les parties qui se sont beaucoup endettées sont les États et les banques centrales. Les entreprises, à la suite de la grande crise financière, pendant, on va dire, une dizaine d'années, elles ont fait un gros travail sur leur structure de coûts pour abaisser leurs points morts, pour être beaucoup plus efficaces. Et elles ont profité des conditions historiques de financement auprès de la Banque centrale pour pouvoir avoir des bilans extrêmement solides et extrêmement sains. Finalement, les entreprises cotées sont très peu endettées aujourd'hui. Et avec les prochaines échéances de dette qui sont plutôt à partir de 2025-2026. Donc, on a des entreprises qui sont finalement assez saines, qui étaient bien préparées finalement pour faire face à la crise du Covid, qui sont bien préparées, qui ont gardé leur bon réflexe d'être concentrées sur la génération de trésorerie, de pouvoir être assez efficaces pour pouvoir répondre à cette baisse de la demande notamment et de cet environnement où on a une accélération très forte des taux, donc des conditions de financement. Et finalement, les entreprises, elles sont assez bien armées pour l'environnement actuel. Alors après, évidemment, si ça dérape et qu'on arrive sur des... Là le problème sera tout à fait différent. Et d'ailleurs, je pense que la succession de publications de résultats qu'on a eues depuis le début de l'année, là on commence les publications du 3e trimestre, mais on avait des craintes au premier trimestre, au deuxième trimestre, en se disant, attention, avec la très forte inflation, les problématiques de supply chains, la très forte hausse des coûts des intrants, on va avoir des marges qui vont souffrir. On va avoir une demande qui va diminuer. Et ce qu'on constate, là on reviendra sur les publications du 3e trimestre qui ont commencé, mais on a constaté que finalement les entreprises, elles ont assez bien géré ces publications, assez bien géré ces contraintes. Et c'est vrai que là, depuis le début des publications, encore ça vient de commencer, ça va s'étaler jusqu'à la fin du mois de novembre, on constate deux choses finalement. Qu'on a une divergence très marquée entre les bons acteurs, c'est-à-dire les leaders, ceux qui ont des business dans lesquels ils ont des fortes barrières à l'entrée, ils ont un pouvoir de fixation de prix, ils ont de la différenciation à travers leurs services et les produits qu'ils proposent, et qui continuent finalement de dérouler, qui continuent de gagner des parts de marché et qui continuent de bien naviguer dans ces problématiques-là. LVMH qui a sorti des chiffres qui étaient supérieurs aux attentes, on a même certaines publications de leaders mondiaux comme ASML aujourd'hui. ASML, c'est quasiment 90% de part de marché sur un pan de son activité, qui sort des chiffres supérieurs aux attentes, qui augmente ses objectifs pour l'année, et puis on peut en citer d'autres. On assiste à des relèvements d'objectifs. Ça veut donc dire que ces entreprises-là, elles sont en bonne forme, elles ont le bon positionnement et elles arrivent à passer entre les gouttes. Et donc ça valide l'idée pour ces boîtes-là qu'elles ont souffert sur le plan boursier, mais uniquement pour des questions de valorisation ou de repricing monétaire, pas du tout pour des questions de business model ou de rythme d'activité. C'est important quand même pour l'investisseur fondamental qui regarde les choses avec une vision un peu longue. Sur un titre comme ASML qui prend 7% aujourd'hui, c'est le marché constate bien que finalement les craintes, les peurs qu'il y avait sur un ralentissement de la demande des semi-conducteurs, il est réel, sauf que des acteurs qui sont bien placés, des acteurs qui sont parfaitement intégrés sur la chaîne de valeur, ils vont s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement sélectif dans les achats qu'on fait dans le marché. Et autre point intéressant, de l'autre côté de la divergence, c'est qu'on voit des acteurs peut-être qui sont moins bien placés sur la chaîne de valeur, qui ne sont pas forcément leaders, etc., qui font des profit warnings, c'est-à-dire qui émettent des avertissements, soit sur leur croissance, soit sur leur rentabilité. Il y a eu Vicat, il y a eu Kone, il y a eu Virbac ce matin, Philips bien sûr. Ouais. Et là, les sanctions sont sans appel, c'est moins 15%. Pour des titres qui ont déjà beaucoup décroché. C'est-à-dire que voilà, c'est des mauvaises nouvelles qui font encore baisser des titres qui étaient déjà très amochés. Ce qui est très intéressant, quand on regarde 3-4 jours après ces profit warnings et ces très fortes chutes de cours des sociétés, c'est qu'elles ont rattrapé et qu'elles sont pour certaines au-dessus du niveau, leur cours est au-dessus du niveau avant la publication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a certainement atteint des niveaux de valorisation au plus bas et que finalement les cours anticipent déjà une très forte dégradation de l'activité. Très intéressant parce que c'est pas forcément des entreprises de très bonne qualité, mais on voit bien que c'est peut-être le dernier nettoyage qu'on doit avoir et que les investisseurs commencent. Alors
Bien sûr, ça se fait, on en a parlé, le niveau de liquidité du marché obligataire, il est réel aussi. On a une liquidité qui est quand même très faible dans le marché action. Mais ça prouve quand même que les investisseurs commencent à regarder les fondamentaux, à refaire l'exercice de dire, bon, voilà, on a des cours qui ont baissé de 50, 60%, on a des cours qui sont revenus sur les niveaux de mars 2020, voire certains niveaux de valorisation qu'on avait atteints en 2008 lors de la grande crise financière, alors que l'environnement est tout à fait différent. Donc ça, moi, c'est un signal que je trouve positif. Plus constructif. Ouais, j'entends. Et certains investisseurs dont on fait partie, de se dire finalement, on a déjà fait une très très grande partie du chemin du resserrement monétaire aux États-Unis, et de se dire, finalement, on n'est plus qu'à... Si on regarde les anticipations du marché, on arrête la hausse des taux aux États-Unis en février, alors de la séance de février. On est à moins de 70 séances de bourse de cette fin de... Donc, voilà. Et oui, je comprends bien il y a quasiment un an qui a été fait. Donc, voilà. En tout cas, d'un point de vue valorisation, ces signes-là sont quand même positifs. Nicolas, justement, là, sur cette histoire du taux terminal de la Fed, est-ce qu'on est dans l'ajustement final du point de vue du réglage monétaire de la Fed, autour de 5 pour le taux terminal? Est-ce que ce serait acceptable pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a un risque encore de marche à la hausse? Je rappelle l'inflation de septembre aux États-Unis, sans rentrer dans le détail, elle est à 6,6%, core CPI year on year, au plus haut du cycle. Alors, pour répondre à votre question et faire le lien avec ce qui a été dit, 5,25, je crois que c'est plus ou moins le top du cycle qu'on avait entamé lors de avant la grande crise financière, quand la Fed, le Greenspan montait 25 points jusqu'à 5,25, me semble-t-il. Donc c'est un niveau quand même important, quoi. 5, c'est un niveau important. 5, c'est un niveau important. Aller au-delà de 5, donc 5, c'est déjà pas mal. D'accord. On est bien restrictif à 5. 5, on est bien restrictif, ça fait aucun doute, combiné au fait que l'inflation, qui est très élevée, alors attendez, je vais mettre des grands guillemets, parce que moi j'étais plutôt du camp de penser qu'il y avait beaucoup d'inflation, mais là je mets des guillemets, mais il y a des signaux de ralentissement de l'inflation américaine. Pourquoi ? Parce que le panier de l'inflation américaine est quand même très dépendant de l'immobilier et du secteur immobilier américain. Et donc au vu des ralentissements qu'on voit, si les loyers commencer à baisser, ça pourrait un peu stabiliser l'inflation. On peut le voir vite dans les chiffres, puisqu'ils regardent que le CPI. Ils regardent ce chiffre-là avant tout. Voilà, c'est le juge de paix. Par contre, Et on peut le voir vite, la baisse des loyers, que tout le monde constate avec les indicateurs privés de marché. Oui, c'est ce que tout le monde regarde. Et on commence un peu à avoir des signes. Mais c'est encore, je crois, trop tôt pour crier victoire. Et donc, avec 5% de taux Fed Fund anticipé, et si on a un peu de ralentissement, ça va. Maintenant, ce que je veux juste dire par rapport à ce que vous avez dit sur les marchés actions, tout le monde a envie d'acheter n'importe quoi et n'importe où. Parce que tout a dévalué. Un marché obligataire, investment grade, qui perd 15-20% year to date, c'est du jamais vu. Les bons d'État américains à 4%, ça donne envie d'acheter. Et d'ailleurs, déjà à 3, ça donnait envie à certains. Voilà, mais 4, d'ailleurs, on voit que les gens sont prêts à investir. Mais, par exemple, aux États-Unis, le 4 est vraiment un niveau clé. Mais ça peut tout à fait... Et pourquoi il n'y a pas un enthousiasme généralisé alors ? Pourquoi il n'y a pas des contrariants qui sortent aujourd'hui du bois Pour les obligations américaines ou en général ? En général, mais pour vos marchés spécifiquement. Déjà pour les obligations américaines, structurellement il y a un énorme vendeur, c'est la Banque Centrale Américaine. Et après acheter des obligations américaines, si on doit les hedger, ça coûte très cher. Donc ça crée quelques vents contraires. Et puis techniquement, si on casse les 4, on peut aller très vite à 4,5, 4,65. Et là, on aura la même discussion en disant, bon, allez, à 4,85. Fallait acheter à 3, fallait acheter à 4, fallait acheter à 4,5. Au début, c'est toujours psychologique. C'est-à-dire que quand on est à 3, on dit, oh là là, on va pas à 4. Et puis une fois qu'on est à 4, on dit, bon, oui. Donc, l'histoire de la valorisation en tant que telle n'est pas un argument pour passer à l'achat, parce qu'il y a beaucoup des choses qui sont pas chères et elles peuvent rester pas chères pendant longtemps. Et donc pour nous, il faut vraiment avoir un peu un pivot de la Banque centrale qui dépendra, comme vous l'avez dit, de la stabilisation de l'inflation. Mais on l'a vu avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Il suffit maintenant, on est dans une zone où en effet la stabilité financière, ça peut déraper. C'est ça le point, je pense, d'attention, et c'est le point d'attention pour tout le monde. Et tant que ce risque-là ne pourra pas être écarté totalement, il faut rester vigilant. Ouais. Je reviens à la BCE avec vous, Nicolas Gottsman. Donc, interview fleuve d'Emmanuel Macron dans Les Échos lundi, si je ne dis pas de bêtises. Je suis inquiet de voir que certains acteurs de la politique monétaire nous expliquent qu'il faut briser la demande pour contenir l'inflation.
le lendemain, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dans le Financial Times, à la une, attention au risque de spirale, citant l'exemple britannique, si les gouvernements sapent les efforts de la BCE pour contenir l'inflation. On a vu au Royaume-Uni un niveau de tension et même presque personnel entre le gouverneur, l'ancien chancelier de l'échiquier, qu'on n'a jamais vu dans un pays du G7, entre la Banque centrale et le ministre des Finances. On se gargarise en zone euro de ne pas en être là, mais on voit quand même une tension qui monte, et une tension verbale. Ces sujets-là, normalement, on ne les voit pas à la une des journaux, Nicolas. Oui, c'est effectivement très intéressant. Première remarque, je ne sais pas pourquoi François Villeroy de Galhau commente ce que fait la Banque d'Angleterre ou le gouvernement britannique. Je trouve ça assez surprenant. Bon, on lui pose la question, j'imagine, Nicolas. Oui, quand on lui a posé la question de savoir s'il voulait répondre à ce qu'avait dit Emmanuel Macron, je crois qu'il a précisé qu'il ne préférait pas répondre. Tout en ajoutant d'ailleurs qu'il pensait que, en gros, ce qui était dit par Emmanuel Macron était plus ou moins à côté de la plaque. Ce qui est quand même aussi une chose, ce qu'il n'a pas dit directement, mais ce que le journaliste Martin Arnold répète dans son article. Donc c'est déjà assez intéressant. Ensuite, de voir comment la séquence s'organise, et là je pense que c'est un petit peu intéressant de venir un peu en arrière. Si je reviens à décembre 2021, on a une Banque Centrale Européenne qui annonce que pour cette année, enfin en novembre, Christine Lagarde dit on n'aura pas de hausse des taux en 2022. Et en décembre 2021, ils arrivent avec un nouveau plan de quantitative easing qui était décidé qui devait être mis en place pour pallier la fin du plan qui était décidé. En janvier, Joachim Nagel arrive à la tête de la Bundesbank. En février, il y a notamment quelques articles de presse qui sont faits qui montrent qu'en fait, Joachim Nagel montre une offensive en gros politique pour essayer de rallier notamment pas mal de pays à lui pour créer une nouvelle majorité et en gros en finir avec la politique qui a été menée durant l'ère Draghi. Avec succès, parce que dès le mois de mars, il y a une modification de la politique monétaire et tout ce qui avait été décidé en mars est annulé et on commence le cycle, on va dire, hawkish de la Banque Centrale Européenne. Donc on voit qu'il n'y a pas qu'un fait économique, il y a aussi un fait politique qui s'est passé au sein de la BCE. Et on voit ensuite ce qui s'est passé, notamment la semaine dernière, où on a tout le monde, enfin tous les banquiers centraux européens ils sont allés vraiment pas de main morte la semaine dernière en disant qu'il fallait monter les taux à 3%, éventuellement au-delà, alors même qu'on avait eu l'information par Reuters que le staff de la BCE disait 2,25, c'était peut-être le max auquel on pourrait aller. Avec des nouveaux modèles, oui. Voilà, c'est ça. Et malgré ces informations-là, eux disaient, nous, on va aller à 3, au-delà. Enfin voilà, en gros, c'était le plus vite possible, le plus directement possible. Vendredi, on a Louise Guindos, donc le numéro 2 de la BCE, qui dit qu'en fait, que les projections économiques qui sont faites qui ont été faites en septembre, en fait, on va peut-être les réviser à la baisse parce qu'en fait, c'est plutôt le scénario baissier qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire d'avoir moins 1% de croissance. Si je reviens à décembre 2021, la croissance qui était estimée pour 2023, c'était plus 3. Maintenant, on est à moins 1, donc on a un différentiel de 4 points de croissance. Donc entre les deux, il y a quand même un petit peu quelque chose. Et donc, on sait qu'également, il y a une impulsion politique qui était aussi provoquée par ça. Donc je pense qu'Emmanuel Macron vient répondre à cette impulsion politique en mettant un peu un haut là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de venir détruire la croissance européenne pour battre l'inflation, alors même que la même semaine, Philippe Lane, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, annonce que selon des modèles qu'ils ont fait en interne, en fait, on va avoir un impact qui est quasiment 2 fois supérieur sur la croissance que sur l'inflation. Donc en fait, on va surtout détruire la croissance et l'inflation, on verra bien après. Donc effectivement, ça pose quand même pas mal de questions. Et donc on voit la réponse de François Villeroy de Galhau qui renvoie en gros Emmanuel Macron dans ses buts, comme si la politique monétaire avait en gros son mot à dire sur ce qui se passait au niveau politique. Et on voit le soir même Joachim Nagel, qui était lui encore à New York, et qui est allé à l'université de Harvard pour faire une conférence, où il répond, je pense, à peu près directement à Emmanuel Macron, avec un petit paragraphe où il indique en gros que, il cite Wim Duisenberg, donc le premier président de la BCE, en indiquant que quand des responsables parlent comme ça, il entend mais il n'écoute pas. Enfin, voilà, en gros, voilà, ça tombe ça, tout en disant après que de toute façon, la récession fait partie de la solution. Et donc voilà, donc on a une Banque Centrale Européenne qui est décidée aujourd'hui à provoquer une récession délibérément pour pouvoir éventuellement avoir un impact sur l'inflation, mais on verra de alors combien. qu'il n'y a pas d'excès de demande. Alors qu'il n'y a pas d'excès de demande, alors que c'est exactement ce que dit Emmanuel Macron. Et c'est quoi la conclusion de tout ça pour vous, Nicolas ? Ils vont commettre des erreurs de politique monétaire majeures au sein de la BCE ? Vu leur passé, ça serait peut-être bien d'être un peu plus humble par rapport à la situation, et notamment quand on a une ère politique de cette mesure-là, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire encore une fois. Aujourd'hui, ils sont en train de suivre les pas de la Fed, qui montent les taux pour de bonnes raisons. Eux, ils le font, je pense aujourd'hui, pour de mauvaises raisons. Encore une fois, le niveau de la demande européenne ne justifie pas ce qui se passe actuellement. On n'a pas d'inflation qui est créée par la demande en zone euro. C'est vraiment très majoritairement de l'énergie. Et ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est qu'on donne le signal aux entreprises, en gros, surtout n'embauchez pas, surtout n'investissez pas,
au moment même où on a le plus besoin d'avoir d'investissement, justement pour pouvoir faire face à ce qui se passe demain, pour pouvoir absorber éventuellement une inflation plus forte. Ils ne peuvent pas ne rien faire pour autant, Nicolas. Comment ça ? Ils ne peuvent pas ne pas monter les taux. Ils pourraient très bien au moins avoir un discours qui permettrait d'avoir, en gros, de dire, voilà, nous sommes là pour assurer aussi un niveau de demande qui soit stable. Nous devons lutter contre l'inflation, soit, mais nous devons assurer un niveau de demande qui soit stable dans le temps pour pouvoir passer cette épreuve là maintenant et demander, effectivement, et en gros, s'ajouter à un travail qui doit être fait par les gouvernements. Si on regarde ce qui se passe en France, on a l'inflation la plus faible de la zone euro, pour des bonnes raisons. Oui. D'ailleurs, assez proche de celle du Japon, finalement. Oui. En fait, on est plus proche du Japon que du reste de la zone euro. C'est quand même assez intéressant, parce que, justement, la politique était... gagne sur l'inflation, on le perd sur les taux d'intérêt, sur la charge de la dette, sur le déficit et l'endettement de demain. Encore une fois, si vous absorbez l'inflation par le budgétaire, c'est-à-dire en gros ça veut dire intervenir sur le pétrole, sur le gaz et sur l'électricité, vous absorbez ça budgétairement. Du coup, vous n'avez pas une hausse de l'inflation HICP et vous n'avez pas besoin, les entreprises n'ont pas besoin de monter les prix comme elles le font aujourd'hui. Du coup, vous avez moins de réaction de la part de la Banque centrale et vous arrivez à corriger le tir. C'est à peu près ce que les marchés comprendraient un raisonnement comme celui-là, Nicolas. En tout cas, je pense que c'est un peu plus. Oui, vous apportez beaucoup de finesse dans le raisonnement qui est un peu binaire aujourd'hui pour les marchés. Ils veulent voir des banques centrales qui tapent. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas. En tout cas, sur le potentiel de croissance à venir et sur est-ce que le continent européen va pouvoir faire face à ce qui se passe demain, je pense que ce discours-là est beaucoup plus porteur que celui qu'on a aujourd'hui. Bon, alors, l'autre, Nicolas Forest. Non, j'entends ce que vous dites. Sauf que je ne taperai pas sur la Banque Centrale Européenne comme vous faites. C'est un métier pas si facile. Il y a quand même deux bémols à ce que vous dites, la dette et la devise. Parce que là, on fait comme si les taux qui étaient négatifs avec l'argent magique qu'on diffuse, c'est pas forcément toujours soutenable. Et donc, quand vous comparez aux États-Unis, oui, d'accord, mais on n'a pas le même niveau de dette. Donc, continuer à dire on va mettre des taux négatifs. On a moins de dette. On a moins de dettes, ça dépend des États. En agrégé, on est à moins de 100% pour la zone euro. Ça dépend des États, parce que vous incluez l'Allemagne. Mais ce que je veux dire, quand vous regardez par exemple... Pour la zone euro, comme un ensemble. Mais là, vous parliez de la France, par exemple. Il me semble qu'ils sont significativement au-dessus des 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau quand même de la dette européenne et du niveau général de taux, pourquoi aussi maintenir des niveaux de taux à zéro ? Qu'est-ce qui justifiait ? C'est les mêmes personnes qui critiquaient que la BCE soit des taux négatifs. Voilà, donc quelque part une normalisation, elle n'est pas complètement anormale, surtout que si jamais il n'y a pas de normalisation, la devise ne fait que se déprécier, ça crée quand même un petit peu de dynamique inflatoire. Nicolas, encore une fois, je considère simplement que le niveau de votre PIB nominal par rapport à sa tendance est un bon indicateur de la situation de ce que vous pouvez faire en termes de banque centrale. Je constate aujourd'hui qu'en zone euro, on n'est pas au-dessus. Je pense que les États-Unis sont largement au-dessus. Je comprends très bien qu'ils interviennent et c'est légitime de leur part. Concernant le niveau de dette en zone euro, je n'ai pas l'impression que ça gêne tellement les Japonais aujourd'hui d'avoir une dette à 260% de PIB. Je connais les raisons de ce genre de choses, mais je ne crois pas qu'on soit contraint de ce côté-là. Je ne dis pas que les États doivent s'endetter comme des dingues ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que par contre, la situation actuelle, en gros, de venir resserrer, donc de nous créer une récession de venir accompagner la récession qui se profile aujourd'hui, risque d'aggraver encore plus le mal que ce qu'on ferait si on ne faisait pas ça. L'histoire de Macron, c'est parce qu'on veut quand même faire plus de déficit et on voudrait que la Banque centrale soit encore là pour... je sais pas, peut-être qu'il essaie simplement de défendre l'idée que ça serait peut-être pas forcément une bonne idée de provoquer une récession en zone euro aujourd'hui. Bien sûr. De toute façon, c'est à la fin de l'histoire. Je pense qu'on comptera les points de la gestion de cette situation. C'est très très difficile de savoir qui fait des bons choix et qui fait des erreurs peut-être à ce stade. En tout cas, l'exemple britannique nous montre qu'il faut être quand même prudent avant de s'engager sans trop réfléchir peut-être sur des stratégies budgétaires non orthodoxes. Je reviens avec vous, Xavier de Buren, sur les marchés actions. Vous le disiez tout à l'heure, il y a quelque chose de constructif et d'encourageant peut-être dans certaines publications d'entreprises et dans la manière dont le marché réagit. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques jours là des indices actions qui sont revenus tester des niveaux très bas quand même, des gros points bas comme on dit, des niveaux techniques importants. J'ai le sentiment, en discutant avec les gens qui viennent dans l'émission, que personne n'a envie de remettre un euro dans la baisse, d'une certaine manière. Après déjà, un parcours baissier très important. Ouais, historiquement, c'est quand même quand tout le monde est très très noir, très négatif sur le marché qu'on fait les meilleures affaires, les meilleurs rendements. Est-ce qu'on est au pic de la peur ? C'est ça la question. On ne peut jamais investir au plus bas, on ne peut jamais vendre au plus haut. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on voit tout ça, et je rajouterai un petit commentaire positif par rapport à tout ce qu'on a entendu concernant l'inflation, c'est le discours justement des entreprises qui, pour beaucoup, constatent une amélioration assez forte
sur le coût des intrants, avec une forte baisse du prix des matières premières, que ce soit de l'énergie. On est très loin des plus hauts qu'on avait pu connaître sur le gaz, sur le pétrole. Les prix de l'acier ont fortement chuté. Toutes les contraintes de transport maritime, etc. Le taux de fret chinois depuis le début de l'année est en baisse, je crois, de 40 ou de 60%. On a des délais pour transporter les marchandises qui sont en train de se normaliser. On voit une normalisation de tous ces éléments qui avaient fortement pesé et qui avaient entraîné cette accélération incontrôlable de la hausse des prix. Et ça, c'est quand même un élément qu'on retrouve partout. Alors, on évoquait certaines sociétés qui ont averti sur leurs résultats, qui sont mal placées dans la chaîne de valeur et qui ont encore des problèmes d'approvisionnement. Et qui n'ont pas cette capacité à pouvoir remonter les prix très rapidement, etc. Ça, c'est des éléments qui sont favorables. Pour revenir à votre question, moi, je pense qu'il faut profiter. Les investissements en actions, c'est du long terme. C'est 5-6 ans. Aujourd'hui, de commencer à... C'est déjà un marché d'opportunité. En tout cas, quand on est professionnel et sélectionneur de valeur, je ne parle pas pour un particulier, je ne veux pas le mettre là-dedans. Mais pour un professionnel, c'est déjà un marché d'opportunité. Le stock picking, la sélection de valeur, d'aller sur ces entreprises de très bonne qualité, à visibilité, à pricing power, à barrière à l'entrée, aujourd'hui, rentrer à ces niveaux de valorisation, on gagne de l'argent dans 5 ans. Donc, il faut avoir un peu de courage et de se dire, voilà, je saisis et à la limite, je pourrais moyenner si le marché continue de baisser, mais de se dire, voilà, je regarde derrière moi, il y a peut-être 80, 85%, 90% de la hausse des taux qui est faite aux États-Unis. La moindre stabilisation et je dirais votre dérivée seconde qui s'infléchit positivement sera favorable pour le marché, sera une bonne occasion de voir les marchés repartir, d'autant que les publications confirment que les choses vont pas si mal du côté des boîtes. Il faut être sélectif, mais je crois qu'il faut saisir ces opportunités. Et c'est des entreprises, effectivement, parce que faut se mettre dans l'hypothèse où les taux directeurs des banques centrales vont rester structurellement plus élevés que ce qu'on a connu précédemment. Mais à partir du moment où on a de la visibilité, de la stabilité sur ce plan-là, les entreprises sont capables de... Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont cette capacité à pouvoir maintenir leurs marges, voire les augmenter, et tout en générant beaucoup de trésorerie qui va leur permettre d'investir pour les années à venir, qui va leur permettre de consolider leur marché en faisant des acquisitions. Donc voilà, je crois qu'on a un retour. On avait oublié que finalement l'analyse financière, c'est du dur. Il faut aller et investir dans des entreprises qui créent de la valeur. Il ne faut pas être dans celles qui en détruisent. Et voilà, on revient sur des choses un peu normatives. Un environnement de taux aux alentours de 3%, une inflation à 3%. On avait oublié, mais... On réapprend. On revient à la réalité. Douleur, mais on réapprend. Bon, un dernier mot avec vous, Nicolas Forest. Tous les gens qui viennent sur ce plateau et qui sont sur les marchés de taux ou allocataires me disent qu'il y a des alternatives raisonnables, comme on dit désormais, dans le crédit. Ah oui, ça c'est clair, je rejoins, c'est sûr, il y a des très belles opportunités. Le crédit de bonne qualité en Europe. C'est déjà le moment d'y aller. Ah oui, moi je pense qu'il faut commencer à y aller. Oui. Alors évidemment, comme vous savez... Il faut trouver le papier. Mais... Alors il faut investir dans des fonds. Des bons fonds. Mais parce qu'il faut être sélectif, il faut rester très sélectif. Mais quand on est sélectif... je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur votre commentaire, c'est difficile de trouver le point bas. Enfin, le drawdown, la sous-performance qu'on a vue sur les obligations de bonne qualité, c'est du jamais vu. Et donc ça offre vraiment une belle fenêtre d'opportunité parce que vous pouvez avoir du 4-5%, c'est quand même pas mal. On était à des taux zéro il y a encore peu de temps. Et si jamais la Banque centrale ralentit, ce dont on discutait, eh bien nul doute que c'est intéressant. Sur le long terme, je pense que oui, ça offre maintenant une bulle d'oxygène après des années difficiles. Bonds are back. Enfin des opportunités dans ces marchés douloureux quand même, qui resteront douloureux, et 2022 restera une année à part de ce point de vue-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, Xavier de Buren, Innocap Gestion, et Nicolas Forest, Candriam, étaient avec nous au plateau.